Vous avez vu comment les jeux d'horreur ont changé? Ça fait des années que je lance des jeux d'horreur, non pas pour avoir peur, mais pour m'amuser. T'ouvres Steam, et tout ce que tu vois, c'est des putains de Lethal Company-like, avec le chat vocal, le coop, et aucune vraie ambiance. Et quand il y a un travail sur l'histoire et l'immersion, on obtient de l'horreur mascotte. Ouais, le genre de l'horreur ne va pas très bien ces dernières années. Les jeux d'horreur ont toujours été un genre relativement niche, avec des jeux du type Silent Hill, Amnesia, The Dark Descent, Resident Evil ou Slenderman The 8 Pages. Au-delà de quelques exceptions, le genre n'avait pas grand chose à nous proposer, si ce n'est que des survival horror. Jusqu'en 2014. C'est en cette année que sort Five Nights at Freddy's. Ce jeu a été une vraie révolution pour les jeux indés et pour l'horreur en général. Il n'y a qu'un abruti qui dira que FNAF n'a pas eu d'influence sur les médias d'horreur occidentaux. Et cette influence, je l'appelle l'horreur mascotte. L'horreur mascotte, c'est pas un truc qui sort de mon cul. C'est un sous-genre de jeu d'horreur qui a des personnages reconnaissables, souvent cartoonesques, et qui sont faits pour plaire aux jeunes audiences. Et c'est pas que j'aime pas le genre, c'est que tout le monde a commencé avec leur putain de mascotte. Bendy in the Ink Machine, Baldi's Basics, Tattletale, Poppy Playtime, My Friendly Neighborhood, Garden of Banban, Choo Choo Charles, Spooky Jumpscare Mansion, Hello Neighbor, putain de merde. Oui, techniquement c'est pas de leur mascotte, oui, et puis nique ta mère. Mon problème avec tous ces jeux, c'est la stagnation. FNAF était une véritable révolution, au point où d'autres studios ont commencé à s'intéresser au genre de l'horreur. Absolument tout dans le jeu était prévu pour vous faire peur. Déjà, le gameplay, où tu es assis et tout ce que tu peux faire c'est tourner ta tête de droite à gauche. Donc, tu ne peux pas t'échapper au screamer. Et puis, faut le dire, le design des animatroniques, c'est quelque chose. Quand on les voit en plein jour, sur une scène, on se dit que c'est juste des animatroniques mignons. J'aurais même pris une photo avec Freddy, tiens. Mais putain, tu les fous dans le noir, dans l'ombre, tu changes un peu l'éclairage, et ils deviennent terrifiants. Et c'est ça, vous avez vu? Pas besoin de leur casser la gueule, pas besoin de leur enlever des bras ou de le brûler ou je ne sais quoi. Tout ce qu'il faut changer pour avoir une bonne mascotte horreur, c'est l'atmosphère. En plus de ça, FNAF pouvait se vanter d'avoir une bonne histoire, que Scott nous a raconté d'une manière atypique. Je crois que c'était la première fois dans les jeux vidéo où l'histoire principale était un secret à résoudre. Toute la communauté se rassemblait pour trouver les mini-games et les quelques détails que Scott a cachés dans ses jeux. Et c'est en tenant tous ces connards en haleine que Scott crée de l'anticipation pour ses prochains jeux. Le phénomène de FNAF était unique. Aucun autre jeu n'arrivera à reproduire ce que FNAF a fait. Mais bon, on dirait qu'il y a des connards qui y croient. Là où FNAF a révolutionné l'horreur, les jeux qui sont sortis après sont juste des parodies qui veulent gratter de la hype. Le quête d'horreur mascotte le plus moderne, c'est Poppy Playtime. Personnellement, je trouve que le jeu a flop de tous les côtés. Et gardez en tête que tout ce que je dis sur Poppy Playtime, ça s'applique sur quasiment tous les jeux du genre. Ok, petit guide de comment faire votre propre monstre selon le modèle de l'horreur mascotte. Prenez un truc basique, tiens, un animal ou un vieux jouet à la con. Ajoutez des dents pointues, des yeux en point et le sourire de Grinch. Et voilà, votre slop machine est en route. Y a pas un seul design de Poppy Playtime qui fait peur. Oogie Woogie suit exactement le même modèle que tout le monde. Mais mon design préféré reste le reveal du prototype. S'il y a un reveal plus flopesque que celui-là, il faut me le montrer. C'est tellement... Wouah, regardez-moi, je suis le méchant. Je fais trop peur. J'ai une voix déformée et les dents cassées. Waouh, un vrai méchant, bien méchant. Le design claqué ne s'arrête pas là. La méga usine de jouets, c'est bon, ça nous pète tous les couilles, on se croirait dans Charlie et la chocolaterie. Et le pire, c'est que là où FNAF a su casser les codes ennuyeux des jeux d'horreur, Poppy réutilise tout ce qui nous a déjà cassé les couilles ces dernières années. C'est-à-dire les énigmes. C'est vrai quoi, qui n'aime pas une bonne grosse énigme pour ouvrir une putain de porte quoi. Et Poppy se distingue bien avec ses énigmes, vu que la logique même de ces énigmes est aberrante. Et ne sont pas là pour vous amuser. Non, alors rien à voir. Le seul but de ces énigmes, c'est de bloquer la route avant le prochain casse-tête. C'est tout, ni plus ni moins. Au chapitre 3, c'est devenu une manière d'affronter les boss. Waouh, trop stylé. J'adore diriger les courants électriques dans tous les sens. C'est un peu la manière Mario, si vous voyez ce que je veux dire. Fais le même truc en boucle 3 fois et puis tu as gagné. Je sais qu'on peut dire que le gameplay de FNAF, au bout d'un moment, c'est la même chose. Un pattern que tu répètes en boucle. Ah oui, ça c'est bien vrai. Mais là où FNAF, à chaque nuit, a ajouté des nouvelles contraintes, des nouveaux animatroniques. En plus de ça, ne dure à peine qu'une heure, c'est bon. Poppy Playtime...
t'as 5 chapitres qui en tout font plus de 10 heures. Par contre, s'il y a un truc qu'ils ont gardé de FNAF, c'est le pompage. Ah ça, les devs ne vont pas s'arrêter maintenant, je peux vous le dire. Bien profiter de leur licence pour se faire le max de thunes sur les gosses et le youtubeur con, c'est une pratique commune dans leur mascotte. Pour s'y faire, il y a une stratégie très répandue, que moi aussi je critique. L'histoire cryptique et le lore. Ah ça, putain c'est un sujet complètement à part. L'histoire de ce jeu repose sur des clichés. Un pélo qui revient dans un endroit lié à son passé. Un studio, une usine, un resto, un labo, mon cul. Et on doit enquêter sur des disparitions ou des meurtres. Ça a été tellement fait que ça en est devenu un cliché. Un cliché de merde en plus. Et vu que les scénaristes dans ces boîtes viennent de finir leur licence, ils ne savent pas écrire une bonne histoire. Ou encore moins de bons persos. Donc, pour se faciliter la tâche, on cache tous les détails importants dans les non-dits. Les cassettes, les notes, des images, des micro-détails dans les dialogues. Et voilà, les fans de théorie vont faire leur taf pour eux. Jackpot. Et perso, ça c'est vraiment ultra subjectif, mais moi, j'en ai marre de devoir regarder des vidéos YouTube pour comprendre l'histoire du jeu. Ça ne me dérange pas quand le jeu n'est pas narratif, comme Psychopomp, Cruelty Squad, où tout est raconté sous forme de métaphores, d'allégories, avec le storytelling environnemental, etc. Je vois aussi, par contre, je vous vois déjà venir les 5e. FNAF, pareil, il y a une histoire de merde qui est partie en couille. Oui, mais dans mon canon, l'histoire va du 1er au 4e. Le reste, c'est la schizophrénie de Scott. Mais il est bien vrai que FNAF, lui aussi, est devenu victime de ce qu'il a fait naître. Bref, tous ces clichés rendent les histoires inintéressantes si vous avez plus de 13 ans. Dans la plupart des cas, si vous êtes vraiment fan d'horreur, il est très peu probable que ça vous plaise. Justement, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Cependant, dans notre timeline, il y a un deuxième événement canonique, qui lui aussi a fait des dégâts sur le genre de l'horreur. Un genre que j'aime appeler les jeux d'horreur gimmick. J'y classe Phasmophobia, Lethal Company, Repo, Panicore et tous les jeux qui y ressemblent. Selon ma définition, c'est des jeux où l'horreur repose sur un gimmick. Des quotas à rassembler, des démons à identifier, un objectif à atteindre quoi. Et c'est autour de ça que vous tournez les éléments d'horreur. La première impulsion a été donnée par Phasmophobia, qui a introduit le starter pack de ces jeux, le chat vocal et le multijoueur. Très vite, les streamers ont remarqué que ces deux fonctionnalités sont parfaites pour le format streaming. Et si vous êtes un petit dev indépendant, les streams sont le moyen le plus efficace de se faire connaître. Il y a d'autres jeux qui sont sortis, mais n'ont pas connu de succès énorme. Jusqu'à la sortie de Lethal Company. C'était impossible de ne pas en entendre parler. Une vraie singerie qui a vendu plus de 10 millions de copies sur Steam. Je n'ai rien à dire contre Lethal. Le jeu a des éléments horreur qui font quand même peur après des dizaines d'heures. Par contre, de ce jeu-là est partie toute cette série de jeux pour les streamers. Notamment les Lethal Company-like. Ces jeux-là sont pas fun à jouer, mais fun à regarder. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'au bout de quelques heures, vous remarquez qu'il n'y a aucune progression. Enfin, ok, c'est cool, on ramasse des quotas, mais à quoi bon? Vous achetez des items, mais à quoi bon? Pour ramasser plus de quotas? Vous débloquez de nouvelles planètes, mais à quoi bon? Toute la base du jeu repose sur les putains de quotas. C'est même gimmick. Et si on regarde ces jeux-là de manière crue, sur sa tâche personnelle, le jeu c'est littéralement spawn, ramasse des ordures, regarde ton pote mourir, et tu te barres. Alors oui, tout le fun vient justement des interactions et des fails, mais c'est pas si fun que ça en vrai. Je sais pas vous, mais moi avec mes potes, on a de 3 à 8 heures sur les Lethal Company like. Parce qu'en faisant le même système que Lethal, ils ont hérité de tous les problèmes de Lethal. Il n'y a pas un seul connard qui a réfléchi à comment améliorer la base stagnante de Lethal. Vu que leur priorité, c'était le clip farming. Qu'est-ce qu'on s'en fout si le jeu est chiant après 10 heures? Ils ne pourront pas faire un remboursement dans tous les cas. Ce qui compte, c'est de faire un jeu pour que les streamers y jouent en live. Qu'il y ait des clips sur TikTok, sur Insta, sur les shorts, et que ça nous fasse de la pub. Et après que la hype est passée, on drop le jeu. On va plus sortir de coups de intéressants, on va faire de moins en moins de mages, des mages inutiles. Et voilà, on est millionnaire. On doit rien à personne, on est des devs indépendants. Et il ne faut pas sous-estimer ce problème. Tant que les devs indépendants sont occupés à créer de la hype, on peut oublier les bons jeux d'horreur. Au début, comme tout le monde, je kiffais tous ces jeux. Mais au point où on en est, premier degré, ça devient gênant. Surtout que la qualité n'augmente pas du tout. Ces jeux-là deviennent juste de plus en plus nazes avec le temps. Mais, vu que les streamers y jouent, ça ne risque pas de s'arrêter.
Là, on peut se poser la question, à quoi bon? Pourquoi je vous casse les couilles avec ça? Pourquoi je suis si pointilleux sur l'horreur mascotte, sur les jeux pour les streamers? Les gens s'amusent, y a pas de mal, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Et bah justement, les gens ne s'amusent pas. Les avis sur Poppy Playtime ne font que chuter. L'intérêt pour les jeux Lethal Company baisse. Et ces deux genres ont complètement perverti la notion même de l'horreur. Et c'est ça le vrai drame. Car les meilleurs jeux d'horreur sont les jeux indés, vu que les devs ne doivent pas se plier à qui que ce soit. Ils peuvent faire de nouvelles manières de faire peur. Le jeu qui m'a le plus fait bader, c'est Cry of Fear. Le premier putain de jumpscare de ce jeu. Je le vois encore dans mes cauchemars. C'est un screamer illégal, soudain, fort, et il prend tout l'écran. Même si la suite du jeu m'a vraiment pété les couilles à cause du gameplay dépassé, en soi, l'horreur est excellente. Les trucs comme l'horreur psychologique, les espaces liminaux, la paranoïa, tout ça c'est possible que dans les jeux indépendants. Et c'est pour cette raison-là que j'en ai marre de voir cette stagnation du genre depuis des années. Bien sûr, on peut dire la même chose pour n'importe quel genre. On peut dire que The Binding of Isaac a tué le genre roguelike, que Doom a stérilisé les boomer shooters. C'est en partie vrai. Mais j'ai l'impression que l'horreur souffre bien plus, vu qu'aujourd'hui, le genre est devenu mainstream. Justement, grâce au merch, la hype, le clip farming et les edits TikTok. Et là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura de la marchandise.